Bon appétit à tous. Nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures. Nous sommes déjà le 13 avril et nous sommes à la veille de journée de Pâques. On sait qu'à partir de vendredi, ça va être un petit peu particulier. Sur les routes, faites attention. Et puis, on a vu que les mesures sanitaires progressivement baissent de leur intensité, puisque dans les écoles, à partir du 25 avril, on n'aura plus de masques pour les enfants. C'est déjà ça. En tout cas, merci d'être avec nous. Le proverbe du jour, tout de suite, on va démarrer avec le proverbe du jour avant de commencer. Zégu qui a travaillé toute la semaine, zépenkaï en os samedi. N'est pas toujours récompensé celui qui est censé l'être. Toujours proverbe de Didier Manette, sorti du livre de Didier Manette. On va y revenir un peu plus tard. Sinon, aujourd'hui, nous aurons une invitée de choix. C'est une consoeur. Marie-Claude Céleste, qu'on ne connaît pas suffisamment en Guadeloupe. Elle a écrit cet ouvrage, pas seulement celui-là, Plus fort que Bonaparte, Jean-Jacques Dessalines. C'est une pièce de théâtre. On va en parler tout à l'heure, mais on va parler aussi de son parcours, puisque cette dame a beaucoup fait pour le journalisme dans la Caraïbe, et pas seulement, et puis elle aime beaucoup Haïti. Un peu plus tard, on va recevoir Caroline Germé, elle est médiatrice culturelle, elle est coordinatrice de l'atelier Vacances Expérience. On en parlera tout à l'heure avec Michael Issa Tyrolien, qu'on appelle aussi Mickey Bled, qui est l'auteur et intervenant artistique. Et puis, on aura notre page culturelle avec José Thiolepin, chronique Merci l'habitude, et Martine Fazer, la culture selon Martine. Sinon, l'actualité, eh bien, c'est un micro-trottoir pour ou contre le camping. Eh bien, on va poser la question dans la rue, puisque vous savez qu'à Sainte-Anne, le camping de Pâques est interdit. À Gosier, c'est ouvert, on ne sait pas trop comment, on a posé la question. Ouverture hier d'une capsule enterrée depuis 5 ans au lycée de Port-Louis, devant la caméra de Maxime Morel, on en parlera. Et puis un petit déjeuner au centre social de Moudong, Charlie Dagonia s'y est collé, et Cap Excellence, on en parle beaucoup depuis quelques temps, lancement de l'opération Accélérateur, tous gagnants, avec Olivier Félix. Voilà un peu le sommaire, merci d'être avec nous, vous êtes en direct de Canal 10, nous sommes sur le net, sur Facebook, Facebook de DCL, Facebook de Canal, et aussi sur 2 radios, RHT, Radio Haute Tension, si vous êtes en voiture, vous pouvez nous écouter, ou c'est 10 FM. Voilà, tout est dit, et nous sommes avec vous. Je vous l'ai dit, on reçoit Marie-Claude Céleste. Marie-Claude Céleste, c'est une journaliste depuis de bon nombre d'années. Marie-Claude, merci d'être avec nous. Vous êtes les Guadeloupéennes. J'ai envie qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire cet ouvrage que vous avez sorti, Plus fort que Bonaparte, Jean-Jacques Dessalines, parlez un peu de votre parcours journalistique. Ça m'intéresse. Mon parcours, c'est beaucoup dire. J'ai choisi le journalisme. J'avais déjà commencé mes études. Quand j'ai quitté la Guadeloupe, j'étais partie pour faire une licence d'anglais. Je voulais être interprète. D'accord. Et puis, après avoir pensé à avocate, ça c'était mes profs qui pensaient que je serais une bonne avocate, je ne sais pas pourquoi. Et puis, donc je suis partie faire ma licence d'anglais. Et puis, entre-temps, je ne sais pas, j'ai eu quelque chose pour le journalisme. Et donc, j'ai fait Sciences Po, voilà. Après la licence d'anglais, je suis entrée à Sciences Po en deuxième année, parce que j'avais eu une mention. C'était la dernière année où on acceptait les gens qui avaient une mention. Après, même avec la mention, il fallait... Oui, je sais. Voilà, et puis, ça m'a passionnée. Oui. J'ai choisi les relations internationales. Donc, nos matières principales, c'était histoire diplomatique, relations économiques. Aussi, ouais. Oui, géopolitique, oui. Relations économiques internationales et droit international. Voilà. Ça m'a passionnée. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on en parle beaucoup aussi. J'ai voulu faire une thèse après de 3e cycle sur le non-alignement, le mouvement des non-alignés avec l'Indonésie, l'Inde et tout. C'est ce groupe de pays du Sud géopolitique qui ne voulait être... qui voulait pas être attaché à Moscou ou à Washington. Ça m'a passionnée. Et puis, quand le mouvement est parti comme ça en vrille, bon, voilà, chacun s'est replié sur soi, ça présentait moins d'intérêt, me semblait-il. Oui. Et donc, voilà. Et donc, après... qu'est-ce que j'ai fait? Donc après, Relations internationales, j'avais choisi cette section. Vous étiez à quel média à l'époque? Dans quel média vous étiez à l'époque? Là, j'étais... je venais de terminer mes études. Ah, donc vous étiez encore en freelance, comme on dit. Oui, voilà. J'ai commencé, moi, à la BBC.
Oui. J'ai commencé à BBC parce que en France, je voulais être journaliste, mais journaliste, je connaissais personne. On me disait qu'il fallait avoir les bras longs. Je me disais, mais enfin, journaliste. Et je suis partie en Angleterre. Parce qu'en France, ça ne marchait pas. En fait, ça ne marchait pas. Non. Je n'arrive... même pour postuler un job comme ça, bon, j'allais dans de grandes entreprises, je savais qu'on ne me prendrait pas. Alors, on va me dire, est-ce que c'est une situation? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Bref, je ne trouvais pas de boulot, donc je suis partie à la BBC. Et à la BBC, bon, j'abrège, ça a marché. J'ai appelé un jour. Un copain anglais à Paris m'avait dit, écoute, va en Angleterre, on n'a pas besoin de pistons. J'entends, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Je suis partie en Angleterre. Puis, j'ai passé quelques jours à tourner autour du téléphone. J'avais peur d'appeler. Puis j'ai appelé le chef du service français étranger. Et puis il m'a reçu. Et puis il m'a dit OK pour faire des piges. C'est-à-dire que je proposais des sujets. Et voilà. Mais c'était difficile parce qu'il y avait beaucoup de pigistes et que, bon, voilà, on tombe sur une idée, on dit, bon, je vous propose ça. Alors on vous dit, mais oui, mais un tel fait ça déjà. Et tout, la vie était dure. Donc je suis rentrée à Paris. Là, j'ai travaillé un petit peu pour Jeune Afrique. Mais surtout, je suis rentrée au service, à l'époque, ça s'appelait Service extérieur de l'ORTF. Oui. Et qui c'est devenu RFI. C'est devenu RFI plus tard, RFI, oui. Donc j'ai commencé à travailler là et c'est marrant, je ne sais pas si j'ai de la chance, je ne sais pas exactement. On m'a dit, voilà, eh bien écoutez, vous allez voir le chef de la section anglaise. Et après, avec des confrères, on se disait, pourquoi il m'a envoyé à la section anglaise? Pourquoi pas la section française? Je suis francophone, bon. Et tout, bon, bref, ils m'ont dit, le chef, il a dit, on a besoin de gens à la section anglaise. Le chef de la section anglaise a toujours besoin de voix féminines. Donc voilà, bref, je suis allée voir le chef de la section anglaise qui m'a dit, bon, eh bien, vous allez faire un test. J'ai fait un test. Et il m'a dit, c'était écrit quelque chose en anglais, je ne sais plus quoi. Et je ne vais jamais oublier. Il a regardé, il m'a dit, votre anglais est littéraire, il faudra vous mettre à l'anglais journalistique. Ce que j'ai fait pendant 9 ans, j'ai travaillé avec eux dans son service. Et donc, voilà, c'est comme ça que je suis devenue... Pendant 9 ans, j'ai fait du journalisme anglo-saxon. Mais ça a eu le temps de devenir RFI quand vous étiez là. Oui, et donc, voilà, et puis c'est devenu RFI. Et j'ai continué à travailler. Là, j'étais très bien à la section anglaise. Très, très bien, vraiment. Et même si c'était dur, j'étais la seule francophone. Non, j'étais pas la seule femme. Il y avait une anglaise, mais vraiment c'était encore machiste. Hein. Par exemple, le journal de 7 heures le matin, qui était un journal qui était très écouté, j'étais pas. Parce parce qu'il fallait venir il fallait se lever à 4 heures du mat. Il fallait être là. Et moi qui débutais, il fallait que je sois là à 3 heures pour faire le travail. Et donc, il ne me mettait pas. Je suis allée voir le chef. Je lui ai dit, mais pourquoi? C'est de la discrimination. Pourquoi vous mettez les autres et pas moi? Et donc, il a accepté de me mettre. Et les autres étaient trop contents. Ils se levaient moins souvent le matin. Voilà. C'est une série de combats comme ça que je me suis lancé des défis. Et donc, après, j'étais tellement bien à la section anglaise, mais j'étais toujours pigiste, attention. Ah bon? Et j'ai été 10 ans journaliste indépendante, journaliste pigiste. C'est un choix ou bien c'est une imposition? Je ne me suis pas battue pour être intégrée, je vais vous dire. Ça peut paraître extravagant aujourd'hui. Moi, Danick, je voulais être journaliste. Oui, pointé. À l'époque, il faut comprendre ce que ça signifiait à Paris. Enfin, en France, quoi. En France, oui. C'était un métier d'homme. Les hommes vous regardaient de haut. Je trouvais ça très... Ça a été un challenge. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si, au départ, je voulais être journaliste spécialiste d'agriculture. Je dis, je vais être là où ils ne m'attendent pas. D'accord. J'ai dit, ça leur plairait que je sois spécialiste des produits de beauté et tout. Pourquoi pas? Moi, j'aime ça sur le plan personnel, mais c'est pas mon métier. Et donc, je voulais... D'abord, c'était ça. Et puis après... Très rapidement, je me suis spécialisée en économie. Mais c'était, dans le fond, il y avait ça aussi. Il y a moins de femmes. Et je vais me battre pour me faire accepter. Il y avait ce challenge qui me stimulait. Et donc, là, très longtemps, j'ai été spécialiste d'économie. Le chef de service
nous a dit à tous les gens du service de choisir une spécialité. Oui, c'est ça, dans cet ensemble-là, et puis une aire géographique. Et moi, je voulais l'Afrique et les matières premières. C'était exactement les choix du chef de service. Je ne pouvais malheureusement pas aller en compétition avec le chef de service, donc je suis devenue très rapide dans l'adjointe d'ailleurs. Et donc j'ai choisi le commerce international. Le commerce international et l'Asie. Je suis restée longtemps, ça m'a passionnée, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Il me semble quand même avoir lu des articles de vous dans le monde diplomatique. Oui, parce que... Je ne me trompe pas, oui. Oui, ça rentrait dans ma logique. Oui. Je voulais être journaliste, mais comment je vais vous dire ça? Pas une journaliste comme ça. Je voulais que les femmes, on nous regardait de haut, donc il fallait que je voulais être reconnue. Oui. Je voulais être, comme je vous dis là, où on ne m'attendait pas. Comme dit Césaire dans Le Roi Christophe, il disait à un moment, il faut demander aux nègres plus qu'aux autres, alors il faut demander à Marie-Claude plus qu'aux autres. Pouvoir... C'était une sorte de challenge. Oui, personnel, oui. C'était un challenge et ça, je ne voulais pas être journaliste, je voulais être journaliste reconnu, affirmé, oui, voilà. Oui, hein, oui. On est d'accord, oui. Oui. Voilà, et tout, donc... Et vous l'êtes devenu, finalement. C'est gentil. Oui, mais oui, c'est vrai. Et donc, un jour, et voilà, j'observais un peu, j'avais une stratégie. Je me suis dit, voilà, je vais me positionner pour... à la radio, RFI, ça marchait très bien. Et je voulais avoir la presse écrite. Vous savez pourquoi? Parce que moi, quand j'ai commencé dans le journalisme, le vrai journaliste, c'était quelqu'un qui écrivait. Oui. Oui, la télé, c'était le dernier. Oui, bien sûr. C'était le moins crédible. Et puis... La preuve, c'est que même à la télé, dans la presse orale, on dit fais-moi un papier. On ne dit pas fais-moi un son, on dit fais-moi un papier. Oui. Donc, je voulais écrire. Alors, ça marchait bien en radio, mais je voulais... Voilà. Et donc, un jour, il y avait une conférence du Commonwealth à la Jamaïque. Je me suis dit, il faut qu'un journal français ne va envoyer pour le Commonwealth, Jamaïque et tout. Donc, j'avais bien vu. Et j'ai appelé... le monde diplomatique, Claude Julien, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Je lui ai dit, bonjour monsieur, voilà qui je suis, je vous propose telle chose. Puis comme d'habitude, non, je me trompe. Pour le monde diplomatique, j'ai envoyé l'article. Voilà, monsieur, je suis un tel, voilà. Et ça a marché. Donc du coup, ça m'a stimulé. Oui. Et donc, c'est pour le monde quotidien que j'ai appelé... Claude Julien? Non, parce que lui, c'était le monde diplomatique. J'étais terrifiée par quelqu'un qui avait une réputation... Niedergang. Ça vous dit quelque chose? Oui, Marcel Niedergang. Le spécialiste de l'Amérique latine. J'ai dit, ce monsieur-là, je ne vais pas me pointer dans son bureau. Hors de question. J'avais trop peur. Oui. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé le grand patron, qui s'appelait Bernard Ferrand à l'époque, je crois, au téléphone. Je lui ai dit, voilà, monsieur, je vais à tel endroit. Ça, c'était Saint-Domingue. Saint-Domingue en 1978, quand Balaguer a été battu. Je me suis dit, tous les grands spécialistes du Financial Times et tout, ils donnaient Balaguer facilement réélu. Je me suis dit, je vais voir. Balaguer n'a pas été réélu. Donc, alors là, c'était... Oui. Donc, Niedergang m'envoyait tous les jours des télégrammes. Envoyez-nous un papier demain, envoyez-nous un papier demain. Je n'ai jamais rencontré ce monsieur. Vous n'avez jamais rencontré? Jamais. Je n'aurais pas. Ah non, j'étais terrorisée. Oui. Il paraît que c'était un drôle de caractère. C'est un grand journaliste, mais non, ça m'aurait traumatisé. J'ai dit non. Et vous n'avez jamais exercé en Guadeloupe? Non, quand j'ai quitté RFI, je voulais quitter RFI, je voulais me rapprocher de chez nous, parce que bon, ma maman était encore là et tout, mon père était mort et tout, et puis j'avais envie, comme beaucoup d'anciens qui ont vécu à l'extérieur, j'ai eu une envie de Guadeloupe, même sur le plan professionnel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais c'est vrai. Tant que vous n'êtes pas reconnu chez vous, il y a quelque chose qui manque. Oui, on se dit, c'est ça. Voilà, et j'ai donc demandé la Guadeloupe en 1, bien sûr, en 2 la Guyane, parce que je vivais à Paris. Je me suis dit, non, je vais faire les grands horizons, l'Amazonie. J'étais maman, je me suis dit, pour un enfant, c'est les grands espaces et tout ça. Et puis, on m'a pas donné... On m'a dit c'est en Martinique.
c'est en Martinique. Et je suis très fière de dire aujourd'hui que la Guadeloupe et la Martinique, les deux directeurs voulaient tous les deux m'avoir. Et c'est celui de la Martinique qui l'a emporté. D'accord. Voilà. Et donc, je suis allée en Martinique. Voilà. Mais je suis allée en pensant que j'avais un pied là-bas et un pied ici. Oui. Mais je n'ai jamais pu. J'ai demandé. On vous entendait, on entendait vos papiers Oui, quelquefois, mais oui, on ne c'est voyait ça. pas. Oui, c'est ça. Et puis, il y avait Souvent, j'entendais, oui, Marie-Claude, c'est une Guadeloupéenne, mais... oui, c'est ça. Et puis, il y a eu la Caraïbe, l'émission Caraïbe qu'on m'a demandé de faire et que j'ai présentée pendant plusieurs années à Fort-de-France. Oui. C'est la Martinique. Qu'est-ce que vous retenez de cette période journalistique de votre carrière? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ce qui m'a le plus marqué, c'est la passion. C'est la passion. J'ai pensé avocate, interprète, et puis je ne sais pas pourquoi c'est venu le journalisme. Et c'est la passion. La passion. Dans mon métier, ce que je retiens, c'est que ce que j'ai fait avec passion. Et la Caraïbe, c'était un défi aussi quand j'ai présenté l'émission Caraïbe. Je ne savais pas si les gens aimeraient. J'ai essayé de voir un peu. Bon, voilà. Et les gens me disaient, mais tu es passionné par ce que tu fais, même des collègues. Je disais, vous savez, on m'enverrait comme correspondante à la Désirade, je serais passionnée. Et j'intéresserais tout. C'est parce que j'aime le journalisme, quoi. J'ai aimé ce métier-là. Je pense que j'aurais même pas été capable de vendre des bonbons. Marie-Claude, on va parler un peu de cet ouvrage, Plus fort que Bonaparte, de Jacques Dessalines. Je rappelle que vous avez publié il y a quelques années un autre livre sur Haïti. Oui, Haïti, j'aimerais t'aimer. Oui, alors, qu'est-ce qui vous intéresse en Haïti? Ce qui m'intéresse, oui, j'aime ce pays. Je me suis rendu compte quand je parle à des gens qui ne sont pas haïtiens, qui vivent en Haïti, hein, des Français ou autres, c'est la même raison que moi. J'aime la culture. Oui. C'est une richesse culturelle extraordinaire. Ouais. On connaît les livres, mais il y a la peinture, et puis la créativité. La musique aussi, il faut le dire. Alors là, quant à ça, d'autant plus que moi, je me souviens, les Schleux, les Scatcha, Robert Sicot et tout, quand on allait danser là, au Gosier. Oui. Il y avait les frères Sicot. C'était les Haïtiens, les frères Sicot. Je ne me trompe pas, je ne dis pas de bêtises. Oui, bien Sicot, les frères Sicot. Et j'aime le compas. Michel Desgrottes aussi. Vous aimez le compas? Ah, j'aime le compas. Oui. Et j'aime autant les troubadours. Aussi. Ça me prend aux tripes. D'accord. C'est pas la seule musique que j'aime, hein? Oui. Non, j'ai pas dit ça. J'aime aussi. Si vous aimez Haïti, vous pouvez pas aimer le goka, c'est pareil, ça me c'est les tripes. Oui. Faut pas me demander pourquoi j'aime ça, ça me fait vibrer. Voilà, alors, c'est tout. Ce qui est intéressant dans cette pièce que vous avez écrite, c'est d'abord le titre. Plus fort que Bonaparte, Jean-Jacques Dessalines. Alors, puisque bon, on a déjà écrit beaucoup sur Dessalines, l'histoire d'Haïti, on sait le rôle qu'il a joué dans la révolution de 1802, Toussaint l'ouverture, etc. Et là, vous avez mis, comme on dit maintenant, un vrai focus sur Dessalines, sa perspective. Et j'ai quand même le sentiment, en lisant ça, que vous parlez un peu de la Guadeloupe. In fine, comme on dit. Peut-être. Parce que vous parlez de l'indépendance d'Haïti, oui. Alors, l'indépendance, ce ne sont pas que des discours. C'est la femme de Dessalines qui dit ça. Hein? J'ai envie de dire Marie-Claude Céleste. Enfin, non, elle s'appelle Marie-Claire Heureuse. Elle s'appelle Marie-Claire Heureuse. Oui. Ah, ça ne m'aurait pas déplu d'être impératrice. Hein? D'être impératrice. Et donc, vous racontez un petit peu dans cette pièce, il faudra qu'un jour que ça soit mis en scène, ça. Ah oui. C'est prévu? Ah oui, c'est prévu. Ah oui, ça y est, c'est prévu. C'est la préparation, voilà. Oui. Et il y aura non seulement la pièce de théâtre, mais avant, il y aura un spectacle de marionnettes. Ah, il y aura un spectacle de marionnettes. De marionnettes, parce que... Ça se fera en Guadeloupe? Oui, en Guadeloupe, oui. On m'a demandé parce que j'avais été mise en contact avec une troupe de marionnettes et qui produit des spectacles de marionnettes. Et donc, j'ai écrit une formule plus condensée, plus simple, plus... Voilà, pour les marionnettes. Mais oui, ce sera joué, bien sûr. Non, oui. parce que, j'espère, je vais me battre pour ça. Ma vie professionnelle ayant toujours été un combat, je vais continuer. Non, mais la pièce, alors, c'est écrit dans un créole un petit peu haïtien, un petit peu guadeloupéen. Oui. Volontairement. Oui,
Parce qu'il y a une chose que j'ai apprise. Bon, bien sûr, j'ai appris parce que je ne savais pas. Bon, je n'ai pas la science infuse, moi. Je savais qu'il y avait eu des mouvements entre les îles. Oui. Hein, voilà, même du temps de l'esclavage. Ah, mais bien sûr, parce que la plupart des... Oui. Et j'ai vu, Danny, que vous en avez parlé dans votre livre aussi, de ces mouvements des gens qui se déplacent. Là, c'est... bon. Et donc, j'ai vu que Dessalines... j'ai lu dans un livre d'histoire que Dessalines faisait enlever des esclaves dans les colonies, celles qui n'étaient pas dans les territoires qui n'étaient pas indépendants dans la Caraïbe, les faisait enlever parce que dès qu'ils arrivaient en Haïti, ils étaient libres. Ils payaient. Oui, mais il avait même prévu de faire pas une invasion, mais faire une attaque sur la Guadeloupe pour libérer la Guadeloupe. Ah oui, il a mentionné ça. Je ne sais pas. Tout à fait, parce que 1802. Parce que Dessalines a fait venir en Haïti des Noirs américains. Tout à fait. Victimes de racisme, il les a fait venir. C'est ça qui me fascine. Vous m'avez demandé pourquoi. C'est la première République noire. Hein. C'est la première République noire, mais elle a été au-delà de la première République noire. Elle a porté secours dans leur rôle dans la libération de l'Amérique latine. Au Venezuela, pas au Venezuela, en Colombie, au Venezuela. D'ailleurs, l'ancien président du Venezuela a rendu hommage aux Haïtiens. Ah oui, et dans le livre, il y a l'économiste Galeano, qui dit il était, mon Dieu, il était chilien ou je ne sais plus quel pays, un pays d'Amérique latine. Il disait c'est à Haïti que nous, latino-américains, nous devons notre liberté. Que les sourds l'entendent. Répétons-le jusqu'à ce que les sourds l'entendent. Mais comme on connaît, je crois qu'on ne connaît pas bien le rôle d'Haïti après son accession à l'indépendance. Parce qu'en plus, quand en 1802, il y a le combat des Guadeloupéens contre l'esclavage qui échoue, avec la mort de Delgrès Signas et tous les autres, certains combattants partent en Haïti. Oui. Et les Haïtiens disent, à l'époque, qu'ils vont continuer le combat des Guadeloupéens. Oui. Parce qu'en 1802, Haïti est en train de bouger, mais c'est en Guadeloupe que ça part. Et puis, oui. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, oui, il y a du créole haïtien. Certains passages sont en créole. Je l'ai senti comme ça, j'ai fait comme ça. Et il y a un Guadeloupéen qui est là dès le départ. Quelqu'un, c'est un ancien nègre marron de Guadeloupe qui s'est échappé et qui arrive en Haïti juste avant... disons la veille de l'indépendance. Tout à fait. C'était ma façon à moi de mais ça c'est vrai, mais c'est authentique hein, ça. Hein? Parce que vous savez que le jour de la signature de l'acte d'indépendance d'Haïti, il y avait un Guadeloupéen, le général Mentor. Oui. Donc il venait de la Guadeloupe. Moi je crois qu'il est martiniquais. Il est guadeloupéen. Oui, il est guadeloupéen. D'accord. D'ailleurs en Guadeloupe, il y a ce nom-là, mais à l'envers, Tormé. Ah oui, il y a eu une période plus tard, je ne sais plus exactement, plus tard, où des Guadeloupéens sont allés enseigner en Haïti. Tout à fait. Parce qu'Haïti avait besoin de... Mais beaucoup de Guadeloupéens ont émigré à l'époque. Moi, ce que j'aime, c'est ça. On retrouve les mêmes noms ici. Ah oui, j'aime la culture et puis... au centre, là, il y a l'histoire, ce peuple d'esclaves qui se libère tout seul. Ça force... Alors, dans l'acte 3, scène 3, j'ai bien apprécié aussi. Oui, nous c'est démalérés, nous toujours qu'à vraie misère, mais nous ne vivons pas mort. Casimir Létang. Oui, parce que quand il y aura la représentation de théâtre, je vais demander l'autorisation aux auteurs, évidemment, de reprendre ça. C'était... C'est les frères des gens. Non, c'est les Casimir Létang. Casimir Létang, oui. Nous sommes malheureux. Oui, voilà. Alors, j'ai fait ça. Donc, j'aurais aimé le mettre en musique à ce moment-là, que les gens qui sont en train de travailler la terre en Haïti... Ils le disent en musique. Ils le fassent en musique et avec cette musique-là. Donc, la pièce, elle est intéressante dans ce sens qu'elle donne un résumé très rapide
puisque c'est pas combien, à peine une centaine de pages, même une cinquantaine de pages, et vous racontez un passage important, oui, c'est ça, c'est-à-dire une période importante de l'histoire. Hein. Oui, j'ai mis l'accent sur Dessalines. Dessalines, oui. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur Toussaint Louverture. Et Christophe aussi, sous Pétion, etc. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur Toussaint Louverture, et même chez les Haïtiens avec qui j'ai discuté, ça m'énervait un peu parce que les uns sont Dessalines et les autres Louverture. J'ai dit, mais comment pouvez-vous tomber dans ce piège-là? L'un a fait des choses, l'autre aussi a fait des choses. Et des Haïtiens m'ont dit qu'ils pensaient que c'est parce que, comment dirais-je, Dessalines, c'est un dur. Ah, il était très dur. Ah, c'est un mandingue dur. Il y a un mauvais jeu de mots qu'on fait avec lui, on l'appelle Dessalines. Dessalines. Et j'ai lu ça sous la plume de Victor Schellcher. Il fait un portrait de Dessalines. Oui. En disant que vraiment c'était c'était un rebelle, il s'est échappé combien de fois et voilà. Et aussi après l'indépendance, puisque c'est Dessalines qui était là à l'indépendance, c'est Dessalines, le premier chef d'État. Dessalines, on a retenu de lui. Forcément, le colon, ça l'arrange de ne retenir que ça. Qu'il a fait tuer des gens, mais c'était la guerre. Oui, c'est ce qu'il dit quand il discute avec sa femme, l'impératrice. Il dit, mais c'était la guerre. C'est pas avec des bouquets de fleurs. C'était la guerre. Et je mentionne cet épisode. C'est le Guadeloupéen, ancien prof d'histoire qui m'avait... Enfin, ancien prof d'histoire, qui était prof d'histoire, universitaire, à Bénon. C'est lui qui avait attiré mon attention. Je ne connaissais pas cet épisode-là. Oui. Le corps expéditionnaire français, envoyé par Napoléon, part en Haïti pour mater la révolte. Oui. Comme ils avaient fait ici. Oui, exactement. Dans le corps haïtien, il y avait des Polonais. Alors, pourquoi il y avait des Polonais, je ne sais pas. J'ai essayé de trouver, je sais pas. La Légion étrangère n'existait pas encore. Non, mais c'était une Légion étrangère déjà de l'époque. Hein. Mais c'était pas encore. Il ne faut pas oublier que Napoléon est allé se battre là-bas. Il a ramené en France des Polonais. Oui, il y avait des Polonais. On trouve les non-Polonais en Haïti. Arrivés sur place en Haïti, les Polonais ont pris faire une cause pour les Haïtiens. Si bien que Dessalines, dans la première constitution, il a dit on ne touche pas aux Polonais. Les Polonais étaient comme des Haïtiens d'honneur. C'est écrit dans la Constitution. La première Constitution. Voilà. Et ils sont restés. Il y a encore des descendants, on m'a dit, dans la région de l'Arcahaie. Moi, je suis fascinée par cette histoire. Voilà. Et il y a des interactions. Donc, il y a Isidore, qui vient de Guadeloupe. Nègre-Marron de Guadeloupe, qui assiste au fait de l'indépendance, au début de l'indépendance. Et oui, je pense à nous. Parce que vous savez, quand il dit, il est avec son ami Joseph, un Haïtien, bon, ils observent un peu la réalité. Et oui, comme vous l'avez dit, il faudra travailler, après l'indépendance, il faudra travailler encore plus. Voilà. Qu'on a l'estomac vide, qu'on ne tient pas debout. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai créé un mets spécial, la soupe de l'indépendance avec les Giromont. Oui, voilà. C'est Madame Dessalines. Dans combien de temps cette pièce sera vue? Dans quelques mois. Dans quelques mois? Donc vous y travaillez déjà? Ah oui. Bon. On sera content de vous recevoir une nouvelle fois pour ça. Je vous remercie d'être venu. Signature du bouquin prévu, non? Oui, il y a des signatures. Alors, il y aura une signature à Moule. À la librairie, j'ai la joie de lire, j'ai oublié. Point de lire, c'est ça? Point lire, voilà. Point lire? Voilà, le 14 mai. Le 14 mai? Le 14 mai, oui, c'est ça. En tout cas, Marie-Claude, merci d'être venue parler de ce que vous aimez, le journalisme et Haïti. Journalisme et Caraïbes. J'aime Haïti dans le contexte de la Caraïbe. Hein. Oui, bien sûr. Parce que j'ai d'autres passions dans la région. Hein. J'ai pas j'imagine. consacré autant de temps, mais... J'aime la Caraïbe, moi. Il faudra que vous reveniez pour en parler un de ces jours. On vous invitera encore avec plaisir. C'était un plaisir de vous recevoir au 13h04. Merci. On prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite avec nos prochains invités. Merci en tout cas d'être venu en direct. Voilà, nous sommes de nouveau avec vous. On va recevoir dans un instant Caroline Germé. Bonjour. Elle est médiatrice culturelle, coordonnatrice de l'atelier vacances qui ont commencé déjà depuis... le carnaval et pour continuer pour Pâques jusqu'en juillet. Et puis un intervenant, auteur artistique, Maïki Bled. Bled Maïki, bonjour. Oui. C'est Bled Maïki? Bled Maïki. Bled Maïki. Il va nous expliquer tout à l'heure pourquoi. On revient à l'actualité.
Micro-trottoir, oui, pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, à Sainte-Anne, le camping est interdit. À Gosier, il est ouvert, on n'a pas trop bien compris, alors donc on pose la question, puisqu'on revient d'une période assez compliquée du point de vue de la pandémie, mais pas seulement, mais aussi parce que la nature a beaucoup souffert ces derniers temps, et c'est une des raisons pour lesquelles, pour protéger le littoral, que le maire de Sainte-Anne a décidé d'interdire tout camping cette année. Bon, il y a des gens qui sont un petit peu frustrés, c'est évident. À Gosier, au contraire, le camping est ouvert. Micro-trottoir, Maxime Morel, on regarde. Alors, camping. Oh, bah c'est super de camper, mais moi j'évite d'aller sur les plages justement à cette période parce que c'est plein de monde. Moi, c'est pas trop ma tasse de thé. J'aime bien mon confort, donc voilà. Le camping, c'est quelque chose de traditionnel, donc ça peut être sympa. Après, s'il faut venir manger avec les copains, passer la journée, il n'y a pas de souci. Mais dormir sur la plage, non, c'est pas mon délire. Surtout, nettoyer. Certaines personnes, c'est ancré dans leurs habitudes de vie. Donc, qu'est-ce que vous pensez des multiples interdictions de camping sur les plages en Guadeloupe? Alors, interdire, je trouve pas ça normal. Avec la situation sanitaire aussi, il y a pas mal de choses qui ont été revues. Mais après, je comprends aussi le fait qu'il faille protéger le littoral et qu'on mette des restrictions par rapport à ça. C'est pas forcément dans le sens de notre culture. Quelquefois aussi, il y a un manque de civisme aussi de la population qui fait que des sanctions sont prises. Bon, culturellement, je pense que ça fait un impact, ça aura un impact sur la population. On a abusé pendant plusieurs années et maintenant, il faut comprendre que vu qu'il faut faire attention à l'environnement, voilà, maintenant il faut se réadapter. Ça passe aussi par ça, hein, par ce respect mutuel pour nous, de nos domaines littoraux. C'est vrai que c'est un peu dur d'interdire, mais bon, essayer de mettre en place quelque chose qui permettrait de mettre des poubelles, des choses comme ça, ou mettre même à disposition des sachets poubelles. Après, on peut aussi faire un juste milieu. Donc on pourrait aménager certains endroits pour permettre à la population de profiter encore. Plus d'espace. Après, pour moi, ça passe vraiment par une éducation populaire. Ça fait déjà 2-3 ans que tout tourne autour de ça. Peut-être qu'on paie le prix de notre manque de civisme. Donc voilà, on en compatit. Mais éventuellement, vérifier, surveiller, parce que bon, c'est quand même la tradition d'aller camper à Pâques. À mon avis, c'est vraiment une éducation populaire. Trouver quelque chose qui permette de camper, mais en laissant la plage nette. Créer des espaces et de permettre justement à tous de garder cet avantage qu'on a de pouvoir profiter de nos domaines littoraux pendant ces périodes de Pâques. Il y a environ 5 ans, au lycée de Port-Louis, on avait enterré une capsule. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans cette capsule? Et la question se pose, puisque 5 ans après, elle est ouverte. Et Maxime Morel était là avec sa caméra. On regarde. Alors, nous sommes en train de déterrer la time capsule que nous avons enfouie il y a 5 ans, en 2017, avec des classes d'ASSP, donc service et soins à la personne, et des classes de SPVL, service proximité vie locale. Je suis une ancienne élève, j'étais en service de proximité vie locale. Donc je crois que ça fait 5 ans qu'on a enterré la boîte déjà. On devait mettre quelque chose qui nous tenait à cœur ou peu importe. Et là, aujourd'hui, je suis venue regarder. On les a invités, on a quelques contacts avec eux. Hélas, heureusement, ils sont tous occupés. Ils ont tous soit du travail, soit ils sont en cours en train de poursuivre leurs études. Comme ça se passe en milieu de semaine, ils ne sont pas forcément disponibles. Et finalement, je crois que j'en suis très heureuse pour eux. En 5 ans, il se passe beaucoup de choses. Ils sont en première. Déjà, l'année prochaine, ils auront leur bac. Ensuite, on espère qu'ils auront à minima un BTS et qu'ils seront entrés dans la vie active au bout de la 4e année. Donc ça nous laisse quand même une marge d'évolution qui est importante pour une jeune personne. Aujourd'hui, ils ont entre 21 et 23 ans pour certains. Et ça veut dire qu'au moins, ils peuvent se retourner sur ce petit chemin parcouru et c'est déjà beaucoup. Reculez un peu. On va tout plastifier avant. Les carnets. Les carnets. Ça me fait plaisir. J'étais une bonne graphiste. C'est comme ça. Non, j'aimais bien faire des choses comme ça en fait. Personnaliser mon carnet en fait. Voilà, je faisais des carnets un peu qui reflétaient ma personnalité et franchement,
Ouais, j'ai de bons souvenirs. Ça me rappelle beaucoup de choses. Ça te rappelle l'ancienne toi? Ah ouais, Beaucoup changé, ah ouais, mais vraiment changé, mais dans tous les sens du terme, hein. Franchement, ouais, j'ai vraiment évolué, puis ça fait plaisir en fait de faire des activités comme ça. On se rend compte vraiment du parcours qu'on a fait. Voilà, on a vu. Alors, je reviens donc à nos invités, Caroline Germain et donc Bled Maïki. Alors, Caroline, merci d'être là. Alors, expliquez-nous un peu comment vous avez commencé ces activités pour les jeunes ados, les pré-ados. Alors, du coup, c'est avec la communauté d'agglomération de Cap Excellence. On a repris l'idée qu'ils avaient déjà réalisé ça à la sortie du confinement, l'atelier vacances expérience. Du coup, là, on a fait une deuxième version, donc ça s'appelle l'atelier vacances expérience 2.2. Et on a commencé donc en février. Et le but, c'est de faire plusieurs ateliers, donc certains qui se suivent et certains qui seront nouveaux. Donc février, Pâques, puis après juillet, pour pouvoir produire une restitution, un spectacle au mois d'août. Avec ces jeunes? Oui, avec les jeunes. Quel type de spectacle vous avez Eh bien, on va se servir des productions qui ont été créées pendant les ateliers. Donc il y a déjà une chanson qui a été écrite grâce à l'atelier de Mikey notamment, et l'atelier MAO. On a un atelier de danse qui va commencer à Pâques. Donc il y aura aussi de la danse sur scène, on espère. Il y a des contes aussi? Il y a aussi des contes. Ça, c'est plutôt de la diffusion. Donc, voilà. Et puis là, on va créer... les nouveaux ateliers sont donc animation, donc de l'animation sur tablette pour les enfants, avec du stop motion. On va continuer l'atelier écriture, l'atelier musique. On va commencer l'atelier danse. Et puis, on a... Vous avez combien d'enfants à chaque fois? C'est des ateliers de 5-7 enfants. Ouais, 5-7 enfants. Pour que ce soit productif. Alors, Bled Maïki, quel est votre rôle dans ces ateliers? Moi, je suis intervenant, donc dans ma qualité d'auteur, en fait. Donc, j'accompagne les enfants dans l'écriture de musique, de chansons, donc de différents styles. Hein. Vous faites de la musique avec eux? Voilà, c'est ça. Oui. Et donc, ils choisissent eux-mêmes leur style. Et après, quand il faut écrire, c'est là où j'interviens pour leur donner des astuces, leur parler de figures de style, de procédés d'écriture, etc. Oui. Et qu'est-ce qui ressort de leur goût et préférence? Alors, au dernier atelier, donc en février, on a travaillé sur une musique, on va dire, hybride, avec un mélange de genres. Donc, à la fois de la musique afro, ce qu'on appelle globalement afro, mais on va dire afrobeat, voilà. Oui. Et puis mélangé aussi avec du rap. Ah, quand même. Des enfants de quel âge? Des enfants de 15 ans peut-être. Oui, le plus grand avait 15-16 ans et oui, pour l'atelier écriture, oui, c'était 15 ans. Oui, en moyenne 15 ans, moyenne d'âge, oui. Et ils connaissent déjà oui, ils aiment ça, ils sont déjà dedans. Voilà, c'est juste de l'accompagnement parce qu'ils ne partent pas de zéro. Ils ont déjà une bonne base, c'est des auditeurs de musique et puis même des fois, ils ont la pratique déjà. Avant ils ont envie de créer aussi? Oui. Et donc, Caroline, ce type d'atelier, l'objectif c'est quoi? Fédérer ces enfants, leur donner le goût de l'art, de la création, de la créativité? Là, on va dire que le fil rouge c'était donc l'écriture sous différentes formes, donc que ce soit la danse, donc créer quelque chose avec son corps, l'écriture poétique, voilà. Pardon. On a aussi là, cette fois-ci de la fabrication, donc on a artisanat, une fabrication d'objets avec des matériaux végétaux de récupération. Voilà. Et on axe aussi sur le bon usage des médias numériques. Oui. On a donc l'atelier journalisme qui va apprendre un petit peu votre métier. On a repris cet atelier du mois de février. Ils viendront faire du journalisme avec moi alors ici? J'espère bien, d'ici juillet, j'espère bien, pour présenter déjà le concert qui aura certainement en août, par exemple. Et on a aussi un atelier, mes médias numériques, qui cette fois-ci vont apprendre aux enfants le métier de community manager, comment bien se servir des réseaux sociaux pour faire de la publicité et promouvoir leurs talents. Donc c'est ça. Et c'est vous qui faites le programme de tout ça?
Oui, j'accompagne, oui, je donne des idées, mais c'est surtout Jocelyne Daril. Oui, vous arrivez à coordonner tout ça? Oui, très bien. Ça fait du travail quand même. Bah, on est là pour ça. Oui, non, pour offrir un sais. maximum d'ateliers aux enfants pour qu'ils puissent toucher un peu à tout, quoi. Il y a une bonne demande quand même de la part des parents. Alors les enfants, ils arrivent à quelle heure le matin? Souvent c'est de 9h à midi les ateliers. 9h à midi? Donc, Ah. donc bon, c'est... Et donc là, pour les vacances de Pâques, ça commence quoi, le mardi prochain? Mardi, ouais. Oui. Pareil, 9h à midi, après ça dépend certains ateliers. C'est moins contraignant que l'école quand même. Oui, ben... Parce que ma fille me disait l'autre jour, faut pas que quand il y a des vacances que... Ben, on fait attention à ça aussi, justement. On ne fait pas des ateliers qui durent la journée parce que ce sont quand même leurs vacances. On ne veut pas les empêcher de profiter aussi avec leurs amis, leur famille. Oui. Donc ce sont justement des ateliers de 3 heures à chaque fois sur maximum 5 jours. Ouais. Et je vois qu'il y a une restitution le 23, le 22, c'est ça? Le 22, effectivement. Oui. Alors qu'est-ce que ça va être cette restitution? Il y aura du rap? Probablement, hein, comme j'ai dit, c'est les enfants qui vont décider qu'est-ce qu'ils vont écrire. Oui. Mais vu comment c'est parti, c'est fort probable. Il y aura du rap. Ouais, mais il y a des instruments quand même? Oui. Ou bien alors, il y a du vocal? Il y a de la musique par ordinateur, oui. de la composition numérique. Oui. Et aussi, ce sont des enfants qui sont issus d'un orchestre. Oui. D'accord. De Cap Excellence, de Demos. Ah, ils sont les enfants de Demos. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Ben pas oui. pas que, c'est donc, ils ouvert n'ont pas de difficulté, ils s'y connaissent déjà. Il y en a certains. Ah, oui. Est-ce qu'ils font du goka quand même? Oui, il y en a qui font. Pas quand tous, même? mais Oui. il y en a, enfin là, je pense à un en particulier qui a déjà un bon niveau. Ouais. Bon niveau? Oui. Ouais. Et donc, globalement, ça se passe bien, en fait, apparemment. Oui, en février, on a été très contents, très surpris, et ça a vraiment bien pris, et les enfants étaient vraiment à fond dans les ateliers. Oui. Et comme on a dit, certains avaient déjà de très bonnes bases. Donc, parce qu'il y a aussi l'artisanat. Oui, ça c'est nouveau, donc on va commencer la semaine qui arrive. À partir de 8 ans. Voilà, à partir de 8 ans, ça c'est seulement sur une matinée, donc seulement sur 3 heures. Et ça se déroule donc aux Abîmes, il y a aussi à Bémao et à Louisie Mathieu. Oui. Et donc pareil, on verra certainement, certains enfants auront déjà des qualités de création manuelle ou pas, mais on a hâte de découvrir. Il n'y a pas un petit atelier de cinéma encore, non? Pas encore, non. Pas encore. Mais on a du stand-up cette fois-ci, qui se déroule à Bémao, donc à partir de 13 ans. Donc ils vont apprendre à écrire des sketchs, à jouer sur scène, etc. Et ça fera aussi partie de la restitution de vendredi 22. Et alors ça se passe sur tout le territoire, Abîmes, Pointe-à-Pitre, dans les différents lieux? Oui, on essaye de répartir. Donc là, on a mis donc stand-up et un atelier d'artisanat à Bémao, au centre local. Donc voilà, il y a aussi donc à Louisie Mathieu, il y aura du conte et avant ça l'artisanat, donc suivi du conte à la fin. On a pas mal d'ateliers aussi à la bibliothèque de la Croix, Roger Thompson. C'est là où il y a pas mal d'ateliers, journalistes, c'est vous qui médias. gérez tout ce périmètre? Voilà, on essaye de trouver des salles disponibles et de bien répartir pour toute l'agglomération, que tout le monde puisse participer. Bled, il y a un studio quand même là? Il y a un studio aménagé, donc c'est où il se trouve où? À Bémao? Non, à la Croix. À la Croix. À la Croix, donc c'est l'animateur de l'atelier de composition qui vient avec son matériel d'enregistrement. Comme ça, les enfants peuvent vivre aussi la partie studio de la musique. Il faut un peu de DJ? Non, pas DJ. Pas encore? Non. Ah, pas encore. Peut-être bientôt. Ça viendra. Hein. Si vous me dites qu'ils sont déjà branchés rap et afrobeat, l'envie de faire du journalisme, je veux bien aimer alors c'est du 19 au 22, introduction aux techniques du journalisme en explorant les méthodes d'interview, de cadrage. Alors, il faudra les emmener ici. Oui, c'est oui, sûr. Juste voir un peu comment ils arrivent à restituer ce qu'ils ont appris. Je pense qu'on... Créer un média vidéo, faire des interviews, devient reporter. C'est clair pour votre métier. Vous bien les recevoir et voir un peu ce que ça donne. En tout cas, c'est une bonne opération. Et il y a suffisamment de place pour les demandeurs? Oui, je pense que... Il reste encore des places?
Oui, il reste encore des places. Il Oui. faut justement par SMS ou par téléphone au numéro. Il y a un numéro de téléphone? Alors par SMS, c'est donc 06 90 26 46 30. Le temps que je note, je fais comme si j'étais un téléspectateur. Alors 0590. Alors attendez. 06 90 Oui. 26 46 30. Donc ça, c'est pour ça. Ça y est, ça apparaît. C'est là. affiché. Bon, donc, eh bien, OK. Ou par téléphone. SMS, ou par téléphone. Le 90 68 92 79. Voilà. Bien, j'espère que les parents qui regardent sont satisfaits et qu'on vous souhaite de bonne continuation dans ce truc-là. Et puis, si jamais il y a des petits jeunes journalistes qu'on pourrait les recevoir ici. On va mettre ça en place. Parce qu'une fois, on est... Madame, comment elle s'appelle Madame Daril, oui. était venue avec des jeunes musiciens. Donc, si vous voulez un jour venir avec 2 ou 3 petits jeunes qui font du journalisme, je leur laisse la place. Très bien, on va mettre ça tout de suite en place pour le mois de juillet. Pour le mois de juillet. OK. Voilà, on vous remercie d'être venu. En tout cas, il est 13h et déjà 24 minutes. On a le temps de faire un petit focus sur le petit déjeuner. Ça concerne les jeunes. Au centre social de Moudon avec Charlie Dagonia, on regarde. Nous avons déjà l'habitude de faire, mais bon, Covid vient passer, donc nous arrêtons de faire. Et là, bon, comme ça reprend, nous reprend vie en nous, sens en nous, donc nous avons fait didico en nous, parce que c'est important que ces petits-là comprennent que le matin, il faut y habiter en ventaillot, puis on peut quimber les leçons à ces maîtresses-là. C'est important aussi de savoir que pourquoi on a énergie, c'est qu'on va il faut une essence, et essence en nous, c'est manger. Donc c'est important que ces petits-là savent qu'il faut manger avant le matin, et avant de aller à l'école. Et c'est vrai que nous avons l'autre petit monde qui dit nous, je n'ai pas le temps de manger, ou bien je n'aime pas manger le matin, ou bien j'ai pas envie. Donc nous avons rééduqué ces petits-là, nous avons dit qu'il faut manger. C'est important que vous ne pouvez pas partir à l'école ventre vide. Parce que si vous ne pas manger, arrive un moment, côté disait, ou qui est fatigué. Le travail, nous, c'est dit manger, peu importe ça, et ça, je manger, je ne suis pas obligé de boire lait, je ne suis pas obligé de manger céréales si je n'ai pas envie, mais il faut ventre à plein. J'ai aimé la pastèque, le melon et la canne. J'ai aimé le melon, la pastèque, le chocolat et le pain. On fait un partage à tous les enfants, on appelle ça le didico. On partage le petit déj, les fruits au pays. Et on essaye d'utiliser que les trucs locaux parce que c'est mieux aussi pour la santé. Et ça aussi, ça permet les enfants d'apprendre à partager et la cohésion et l'amour entre nous. Et voilà, j'apprécie bien ce moment-là, j'aime bien passer le temps avec les enfants ici. Et il y a plein d'activités qui se passent ici. Pour le mois de juin qui vient aussi, on a Didico le 21 juin. Et ça passe toujours bien ici. Moi j'aime le chocolat chaud. J'ai déjà mangé chez ma maman aussi. Moi c'était le meilleur petit déjeuner que j'ai jamais goûté. Et moi je voudrais le prendre plus souvent. Voilà, bon petit déjeuner, une bonne éducation pour nos enfants parce que souvent, effectivement, ils combattent l'école ventaille au vide. Les parents oublient de préparer le petit déjeuner qui n'est pas toujours quelque chose dans nos traditions. Il y avait autrefois ce qu'on appelait le didico, mais c'est bien que les enfants prennent l'habitude de bien manger le matin. Pas plein ventre là, mais bien manger de manière à ce qu'ils puissent tenir la journée. On prend la deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure pour la partie culturelle et la fin du ZC, là tout de suite. Il est exactement 13h32 minutes. Nos deux femmes sont arrivées. Je vais parler de Manjipon. Bonjour. Bien, bonjour. José. Et Martine, bonjour. Bonjour, Dani. En même ça pas qui laisse pour commencer. Bon, alors, chronique contes et légendes du pays Guadeloupe, croyandise en disant vivation. Nous, deuxième partie, deuxième décattement. Manjipon, générique, c'est parti.
nous continuer dans des 4 mois à compter les jeunes croyants disant nous, parce que l'autre fois là, vous déjà commencé, un certain nombre de les jeunes, ça quoi qu'il compter les jeunes des Antilles, qu'on sait que ça avant, mais ou bon moyen créole croyant disant vivation, oui bon. Alors, Jordan nous quoi regarder qui bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des comptes à Vendredi Saint. À Vendredi Saint. Parce que Vendredi Saint, c'est après-demain. Et puis, qui sens à compte. Donc, la plupart des spécialistes du compte africain, et on sait l'importance de l'apport du compte africain dans le compte antillais, reconnaissent que l'objectif fondamental du conte est la transmission d'un enseignement, d'une pédagogie intuitive. Et aux yeux des Bambara, cette parole va devenir instrument pour rendre meilleur, pour le perfectionnement de l'individu. Cependant, la grande majorité de ces contes vont offrir l'occasion de communiquer, de transmettre un savoir, de souder une communauté et d'attirer l'attention sur les travers moraux à ne pas transgresser et des pratiques sociales surtout à respecter. C'est une forme d'éducation en fait. Forme d'éducation, oui, mais c'est l'habitude qui doit être respectée en toute qualité de temps. Oui, alors, juste avant qu'il montre un petit butin, Jordan, bon nous, pour voir Jordan là. Il parle loin. Comme ça, et qui t'en. Alors, j'ai vu qu'à travailler toute la semaine, j'ai peint en os samedi. Est-ce que vous pouvez dire ça là? Non, on ne pas déconnaître ça là directement. On va sentir quand même. Il y a qui a son senti, oui. Bon, celui n'est pas toujours commencé, celui qui s'est fait tous les efforts. Alors, voilà. Qu'enseigne donc le bestiaire, la métamorphose des comptes entiers, des comptes africains? Pourquoi on parle de bestiaire? Parce que ce sont souvent des bêtes, des bêtes à main ibère, moufroisé là, son chien, c'est chiens, c'est onzozio. Donc, on parle vraiment du bestiaire magique, du bestiaire de l'imaginaire, des contes et légendes. Donc, la plupart des personnages qui se métamorphosent ou qui vont faire face à des métamorphoses, donc morphoisage, sont tenaillés par des désirs tyranniques, une passion reconnue comme annihilant la volonté personnelle de l'individu et aussi des menaces qui vont mettre en danger les pratiques du groupe. Donc, ainsi, la transgression des tabous de sa société est sévèrement punie. C'est ce que montre la punition terrible endurée par Hugh Langland, jeune homme bouffi d'impertinence. Alors, il y a des légendes et des contes spécialisés pour le Vendredi Saint. Parce que je rappelle que Vendredi Saint, il ne faut pas madame monter en pied bois. Ah non, assurer certain. Donc, l'histoire la plus célèbre, l'une des histoires la plus célèbres du Vendredi Saint, est l'histoire de ce jeune Hugh Langland qui, avec une audace qui frise l'impertinence, décida, malgré les mises en garde de sa mère, de partir à la chasse un Vendredi Saint. Donc, le Vendredi Saint, on ne voyage pas. Un jeûne absolu est recommandé. Tout le monde prie, chacun s'habille en deuil. On va à l'église adorer la croix. Les cloches sont parties à Rome. Il fait particulièrement chaud. La nature est triste et suffocante. Les bêtes sont muettes et se cachent. Mais Hugh Langland décidé qu'elle chasser. Timoun, oh là, qu'elle est comme ça. Je vais à la chasse. Timoun, c'est maudit ou maudit. Vendredi Saint, moun pas qu'à chasser, moun pas qu'à tuer, moun qu'à prier Dieu. Et Hugh Langland s'en alla sifflotant comme un damné. Le chasseur se mit en demeure de tuer sauvagement un magnifique oiseau blanc, jamais vu auparavant dans les environs, de le faire rôtir et de le dévorer. L'oiseau, une fois avalé, Hugh Langland sera sous l'emprise d'une force surnaturelle qui va le déposséder de toute sa volonté provocatrice qui le caractérise. La voix intérieure, celle de l'oiseau, va lui commander sa conversion, la pénitence et l'ensevelissement final. Levez, Hugh Langland, allez l'église Hugh Langland. Et la voix reprit avec une force irrésistible et invincible à la fois. En cimetière Hugh Langland, ton barbaré Hugh Langland. Il obéit
entra dans la force ouverte et y rendit son dernier soupir. Les arbres du cimetière frémirent d'effroi. Les conques bordant les tombes entonnèrent une mélopée macabre. Alors un oiseau blanc sortit de la tombe. Il écrit. C'était la Vierge Marie. Quelle est la morale de cette histoire? La morale, la transgression des tabous de sa communauté est punie sans appel. Et dans le conte de Hugh Langland, on voit qu'il y a une double transgression des interdits. Un interdit religieux, interdiction de manger de la chair un jour de jeûne et de pénitence, et un interdit à la fois moral et symbolique. En dévorant l'oiseau, il dévore la Vierge Marie. Sa mère, par la méditation du chapelet, est assimilée, devient elle aussi un peu comme la mère du Christ. Donc, il avale sa mère et la Vierge Marie. On voit qu'on est aussi en plein dans une symbolique oedipienne. Ah oui, complètement. Donc, pour conclure, j'ai envie de vous dire que les contes et les légendes sont de tradition orale et leur transcription, bien que nécessaire, sonne quand même comme une trahison. Alors, afin de rétablir l'équilibre et la transmission de notre littérature orale, n'hésitez pas à raconter, chanter, danser, jouer les contes et les légendes avec le support actif de votre assistance. Il écrit « Je vous commande de lire, de relire, de découvrir les contes et légendes des Antilles. Et les vacances de Pâques vont être une belle occasion. Prenez la lune et les étoiles comme complices dans votre racontage. C'est pas les tropes qui fait si crape pas ni tête. Mais faut-il ça qui savent pour montrer ça qui pas savent. » Merci, madame. Un jour, que parler de Timos là? Ah, peut-être l'année prochaine, parce que nous déjà fini, vendredi 5. Bon. Par contre, Alors, il y a d'autres comptes pour d'autres occasions. Nous pas dit qu'à ça est Timos là, mon qui ça. Voilà, 13h40, Martine, vous avez pratiquement 15 minutes pour tout dire, tout développer largement, temps et saison. C'est parti, générique à Martine. Good morning, Martin. Good morning, Danny. How you are? Do you fine? speak English? Sometimes I speak some only? English. Oh, I'm very happy. Buenos días aussi. I'm here Mi hablo un poquito de español. Yo hablo español un poquito también, sí, te comprendo. Sans qui allemand là quand papa. Et qui allemand pas comprendre, mais moi non plus. Je sais dire que, comment on dit, bitteschön. Ich liebe dich. Dankeschön pour dire merci. Voilà, c'est tout. Et Kartoffel, pomme de terre. Je parle créole. Oui. Et moi, quand je parle créole aussi, en tout cas, il dit tant bien. Je parle créole aussi. Alors, Martine, donc, notre culture est vraiment générale. Ah, pour ça, non. Je parle. Nous je ne voulais pas mais ça. Oui, bon. mais oui. Vous savez ça? Ah, bon, d'accord. Mais moi aussi, on sait ça. Bon, ok. En tout cas, bien bonjour tout le monde. Bonjour, Danick. Je te trouve magnifique dans ta tenue verte. Oui. Mais c'est vrai, il a une belle chemise et c'est en harmonie, mais on ne le voit pas. Donc en vert. Tu es envers et contre tout. Envers et contre tout. Et notre cher Mangipon est toujours resplendissant. Ah, Mangipon, j'ai pas besoin de le lui dire. Elle est trop Mangipon même. J'ai pas besoin de le lui dire. Bien, en tout cas, bien bonjour tout le monde, bien content là avec les autres aujourd'hui. Et petit agenda, puisqu'on a un peu, pour ceux qui n'ont pas suivi la semaine dernière, on a un petit peu changé donc l'ordre des choses. C'est pas mauvais ça, c'est pas mauvais. J'ai eu des retours, bon. Voilà, donc ça va être court et synthétique, mais efficace. Et puis peut-être, si nous avons le temps, une petite information quand même pour ceux qui sont toujours à la recherche, en tout cas pour les artistes, à la recherche de bons plans qui leur permettent de progresser dans leur art. Alors, ce mercredi, nous sommes déjà le 13 avril. Ouais, mais ouais, t'en as qu'à courir. Hein. Comment ça va vite, ça va vite. Eh bien, allez, on va commencer un agenda qui, lui, va débuter dès ce vendredi. C'est un vendredi saint, donc j'espère que
Jipon. Enfin, on part pas à la chasse. On part pas à la chasse. On part pas à la chasse, on va vers le beau. Et ce vendredi 15 avril, c'est une journée internationale de l'art. Et c'est l'art, pas viande cochon, hein, on va préciser hein, quand même. De l'art, apostrophe, jeune. Apostrophe avec A-R-T. Et donc, c'est ce vendredi 15 avril que le Green Hostel a choisi pour ouvrir ses portes. Qu'est-ce que c'est que le Green Hostel? Green Hostel, justement, c'est quoi? Tu sais ce que c'est, Dani? Non, on m'a envoyé cette invitation. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est incroyable. Alors, j'ai suivi depuis plusieurs mois ce lieu, un espace incroyable qui s'ouvre à Pointe-à-Pitre le 15 avril. C'est un auberge de jeunesse. C'est une auberge de jeunesse, mais une auberge de jeunesse d'un autre genre, puisque le jeune Guadeloupéen, qui est un jeune créateur, un jeune investisseur, un jeune qui a décidé donc d'ouvrir ce lieu, l'auberge de jeunesse éco-responsable. C'est un jeune entrepreneur, disais-je, Guadeloupéen, qui est ambitieux. D'une part, parce qu'il faut avoir les épaules solides pour lancer un tel projet, et qui souhaitait concilier à la fois le développement économique, la protection de l'environnement, la préservation de notre identité et bien évidemment l'accueil de jeunes personnes venant de terres étrangères chez nous. Et donc, ce bâtiment a été totalement consacré à la création artistique. Il y a un roof, donc un toit au-dessus, une terrasse au-dessus du toit, magnifique, et on a privilégié l'art, bien sûr, urbain, et chaque pièce est décorée par un artiste graffeur. C'est une pure merveille. Donc, j'ai vu la progression au fur et à mesure. Même l'extérieur a été habillé par des graffeurs, donc c'est une véritable création à la fois esthétique et graphique d'un Pointe-à-Pitre. Donc je vous recommande vraiment d'aller sur ce lieu qui ouvre le 15 au travers de toute une journée qui permettra de découvrir les espaces, de découvrir le projet et donc vraiment de profiter de ce lieu incroyable. Il est juste en face sur le trottoir opposé du restaurant de Samuel qui s'appelle tout d'un coup j'ai un petit le Yacht Club. Le Yacht Club. C'est le trottoir opposé. Vous avancez juste un petit peu et dans la rue vous ne pouvez pas ne pas le voir parce que toute la façade de toute façon est absolument incroyable. Elle a été créée la façade par des membres du 4KG qui ont travaillé le bois, qui ont travaillé le bambou, qui ont travaillé vraiment sur de la récupération artistique faite donc de matériaux nobles. Et à l'intérieur, je te dis, c'est vraiment chaque pièce et c'est un artiste différent qui l'a décoré et c'est tout simplement prodigieux. Donc un lieu à visiter, un lieu sur lequel on peut aller, je pense, réserver une chambre pour être dans la chambre faite peut-être par qui sait tel ou tel autre artiste. Oui. Je ne vous donnerai pas de nom parce que j'en connais beaucoup, mais je vous laisse vraiment aller découvrir ce travail d'art. Et donc, à partir du 15, ça sera toute la journée, il va y avoir des animations, de la danse, bien sûr, du live, des tas de choses et d'autres surprises que nous réserve donc l'inauguration, l'ouverture en tout cas de ce lieu. Voilà, je me suis un peu attardée dessus parce que c'est vraiment un lieu exceptionnel et il faut aller le voir. Ensuite, je vais vous parler d'un autre agenda. Cet agenda s'appelle « Impossible n'est pas femme ». N'est, N-A-I-T, ne n'est pas femme. Et en fait, c'est un membre de notre équipe de chroniqueuses, qui est Isabelle Faye Marajo, qui intervient sur une radio autour d'un sujet. Absolument, c'est aujourd'hui. Mais je voulais lui faire un petit clin d'œil autour de ça, puisque elle y sera, je vais vous dire exactement l'horaire. Sur le 15h, c'est ça ? Voilà, elle y sera dans peu de temps et vous allez pouvoir l'écouter sur un sujet qui met la femme au centre et surtout elle va présenter un ouvrage puisqu'elle est auteure du livre Obligation vaccinale et on y découvre un certain nombre d'informations tout à fait intéressantes. Donc c'est ce mercredi de 15h à 17h sur Méga FM 88.9 pour écouter Isabelle Faye Marajo qui, je le rappelle, est juriste et en même temps chroniqueuse sur le ZCL. Une fois de plus, encore meilleur. Comment ? Encore meilleur. Exactement, mais c'est là nous fort. Hein. Plus nous fort. Hein. Il faut le dire comme ça. Allez, on continue cette fois-ci en musique. Et j'ai plaisir à vous présenter Yann Cléry qui sera en concert ce jeudi 14 avril à la salle Anacaona. Donc c'est à Basse-Terre, à l'Archipel. C'est à 19h. Et son spectacle s'appelle Motozo. Motozo, c'est en langue guyanaise. Ça veut dire c'est vous, c'est moi, c'est nous ensemble. Et donc c'est
un trait d'union, voilà, entre les cultures Bushinengue. Moi, je suis allée plusieurs fois en Guyane et j'ai eu le plaisir de rencontrer ce peuple Bushinengue. C'est à la fois toute cette tradition, tout ce peuple traditionnel qui n'a pas bougé depuis des siècles, qui est en lien avec cette modernité. Donc c'est un vrai choc culturel de tous les instants, mais ce sont des gens qui sont très très riches dans leur savoir, dans leur transmission, dans leur art également. Et donc là, ils nous donnent un petit peu à voir un trait d'union entre ce peuple Bushinengue, le créole et amérindienne, et donc avec un album qu'il a également réalisé autour de cette thématique. Donc c'est un artiste lui-même qui est un peu afro-punk. Il est basé à Paris, mais ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu sur scène. C'est un caméléon artistique, ainsi se décrit-il, et il entend redéfinir à la fois cette musique guyanaise, mais embrassant les tambours, les traditionnels, en conjuguant les musiques actuelles. C'est un vrai caméléon qui mêle un peu tous ses sens. On le retrouvera dans un peu de jazz, de raga, dans du hip-hop, dans du rock. Tout ça crée la particularité de cet artiste protéiforme, qu'est Yann Cléry. Donc il est le jeudi 14 avril à la salle Anacaona à Basse-Terre, à l'Archipel, et c'est à 19h. Je poursuis cette fois-ci sur un autre regard qui est celui d'un espace et un regard. C'est une exposition d'art à l'Art Sans Mêle. Je vous avais parlé la semaine passée de 3 artistes qui s'étaient réunis pour nous proposer une exposition tout à fait exceptionnelle, très très belle. J'avais passé un très beau moment lors de ce vernissage. Et bien aujourd'hui, après Madame Charol, après Zoé et après voilà, elle va m'en vouloir d'avoir un trou de mémoire sur son nom, mais ce n'est que passager. Eh bien, c'est maintenant une autre exposition qui va débuter et qui débute aujourd'hui aussi. C'est une exposition là aussi à 4 mains, puisque ce sont 2 personnalités assez, je trouve, à la fois éloignées, mais en même temps très belles personnalités. C'est d'une part, d'un côté, vous avez Vie. Vie, qui est-elle? Eh bien, c'est la patronne de l'Art Sans Mêle. C'est Viviane, pardon. Et Viviane, eh bien, elle fait aussi, elle est aussi artiste, et donc elle nous invite à l'une de ses expositions qu'elle réalise avec Abda Faye, qui est un artiste totalement déjanté pour moi. Abda Faye, il est d'origine martiniquaise, il est lui aussi protéiforme, il fait des choses incroyables. Je ne sais pas si vous aviez assisté à cette scène mémorable pour moi, où lors d'un pool art fair, à l'inauguration du pool art fair, eh bien, il a passé tout son spectacle à essayer de remplir une bassine avec un panier percé dans lequel il mettait de l'eau. Donc c'est ce qu'on appelle une performance. Chailler de l'eau, et au sens propre du terme, non point figuré, il était qu'à chailler de l'eau en panier percé. Et donc ce spectacle était ahurissant, mais extrêmement intéressant, parce que nous avions à mettre en scène un poème, un proverbe, et donc, il l'a illustré de manière... Et il a réussi à remplir son... Je crois que j'ai filmé cette scène. Donc, Abda Faye, c'est aussi ça. Et c'est quelqu'un qui va chercher son art dans l'impossible. Et il nous surprend toujours par sa recherche créatrice qui est au-delà de du simple collage, au-delà du simple pinceau, pour pouvoir nous surprendre souvent là où on ne l'attend pas. Et cette soirée donc du 14 qui suit donc l'ouverture, le vernissage, nous permettra de rencontrer aussi une artiste que tout le monde connaît aussi, qui est Nefta Poetry, qui va nous ensorceler avec là également, donc lors de ce vernissage de l'exposition, eh bien, elle va faire une performance le jeudi 14, toujours à l'Art Sans Mêle, dans le cadre de l'exposition Espace et Regard. Nous poursuivons notre déambulation agenda, et je vous emmène. Moi, de toute façon, c'est absolument pas protocolé. Je le fais comme je le sens. Donc maintenant, je vous emmène au marché. Voilà, il faut, après avoir nourri son esprit, eh bien, on va nourrir son estomac avec des bonnes choses, puisque c'est le marché agricole et artisanal de Déhay pour les fêtes de Pâques, très précisément. Et oui. J'y suis allé. Je peux dire qu'il est top, hein, ce marché. Il est top, ce marché. Ah ouais, est-ce qu'il dépasse le marché du Moule? Je ne suis pas certaine. Largement, Martine, largement. 140 exposants.
Que les moulins. Chaque semaine, 150 exposants chaque semaine. Que les exposants. Il y en a quinzaine. plus que ça au moule. Hein. Que les exposants du moule. Mais tu sais que quand même le marché du moule a déjà. Artisanat, marché agricole, tout bitin. Mais on va dire que ce sont de beaux marchés. En quel peut être moule encore? C'est le qui joue ta main aussi? C'est le mercredi? C'est le mercredi de 15h jusqu'à la tombée de la nuit. D'accord. Donc, et il ne faut pas oublier que ça a été le premier marché, je suis obligée de le dire, c'est quand même le premier marché historiquement. Et donc j'en ai été chargée à l'époque pendant 3 ans de la communication. Donc, ça a commencé quand? Avant ou après LKP? Comment? Avant LKP, puisque LKP est arrivé après. C'était 2009 et le marché a été mis en place. Ce marché-là que LKP Absolument. a lancé l'idée des Ce marchés. marché était déjà, j'étais chargée de la communication à partir de 2006 et il a été créé 1 an avant. D'accord. Et donc c'est sur le même principe que les marchés de Sainte-Anne d'ailleurs, du Gosier, puisqu'ils ont fait appel, et de Petit-Bourg, puisqu'ils ont fait appel à cet agriculteur qui, on lui doit bien ça, ne toujours qu'à dire aïe chien dit aïe blanc. Mais Marius Sinesius, que tout le monde appelle Tim, a été le créateur, le fondateur de ce marché, enfin du principe de ce marché, avec une association. Comment? Marius Sinesius. Tim pour les intimes. Oui. Et c'est vrai qu'il a mis en place ce marché et on l'a appelé sur au moins Sainte-Anne et Gosier pour impulser et mettre en place. Et c'est au travers d'une association qui s'appelait l'association, qui s'appelle toujours la PAM, Association des producteurs agricoles du moule. Et à l'époque, effectivement, il n'y avait pas d'artisanat parce que c'était vraiment un marché agricole et pas non plus un marché de revendeurs, mais un marché d'agriculteurs et de producteurs essentiellement, avec une norme pour y participer qui était drastique, et c'est peut-être pour ça qu'à la fin, on n'a plus voulu de lui, parce qu'il était vraiment drastique là-dessus, c'est pas d'intrants, c'est-à-dire pas de produits néfastes dans la production. Donc tous les agriculteurs devaient, à un rythme régulier, prouver que leur production était saine. Aujourd'hui, qui le fait ? Oui. Certains, mais c'est une question à se poser. Enfin, en tout cas, animation musicale sur ce marché agricole de Déhay, autour des fêtes de Pâques, avec de très bonnes choses, une animation musicale, des dédicaces également. Plus de 150 exposants sont annoncés, effectivement. Damien Lurel, Pascal Archimède. Voilà, j'allais le dire, mais comme Danick est au courant de tout avant tout le monde, c'est même pas la peine de vouloir lui faire concurrence. Mais il faut tout prendre avant de comprendre. Mais oui, mais tu as raison. En tout cas, pour les gourmands, il va y avoir du matété à crabe, des chocolats, des soupes à Congo, du paella, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Comment? Un gâteau, limbé. Ah ouais. Ah, il est vraiment bon. C'est vrai, il faut que j'aille goûter ça alors. Après le tourment d'amour, maintenant c'est le limbé. Yanka suivant, inventé un bitin. Là, on vient au saké au comptant. Ouais, en criant petit gâteau noir, c'est le baiser de satisfaction. Parce qu'après le tourment, on y limbé. Donc après, il faut que tu aies quelque chose qui vienne te... Alors je m'en occupe de ce gâteau-là. Il faudrait peut-être faire un thème sur les gâteaux dans la littérature gourmande. Absolument. Ah oui, mais oui, c'est important ça aussi. On ne peut pas parler de manger à crabe ces jours-là, ça. Allez, je termine mon petit tour d'agenda. Et tu vois, rien qu'un agenda, moi, ça me fait beaucoup parler parce que j'ai toujours beaucoup à dire sur tout ce qui se fait. Allez, au-delà. Après le marché au-delà, la Créole Jazz Club et de la musique, eh bien, je vous propose un petit concert qui va se poursuivre. Au-delà, vous donne rendez-vous ce samedi 16 avril à 20h30 avec une entrée libre, bien sûr. Vous pouvez bien sûr aller à la Creole Beach réservée au préalable. Mais voilà, vous allez avoir du reggae, de la pop, du gros cas. Au-delà, c'est un son mêlé de un peu tout cela. Et donc, c'est au travers de cette musique riche de la Guadeloupe et fière de cette diversité qu'ils vont vous permettre de passer une excellente soirée. Ils sont tournés vers l'avenir dans ce groupe, mais ils sont ancrés, où ça? Ils sont ancrés sur leur territoire. Et ce sont les racines qui parlent au travers de cette musique riche. Au-delà distille donc des textes en créole et en français. Il est engagé, introspectif, et il nous parle pour éveiller nos consciences au cas où vous ne le sauriez pas. Bien sûr, vous aurez Olivier Douy qui est au vocal, Alexandre Ostache à la guitare et Clément Nagui violon, Julianis Negrite batterie et ainsi que Éric Delblon à la basse. Donc une soirée en perspective musicale détonnante et vous le savez, ce sont des musiciens hors pair, on les connaît, ils n'ont plus à prouver leur savoir-faire musical. Je poursuis toujours avec du sensitive, je l'ai déjà dit, un autre artiste que
J'aime beaucoup. Et à l'époque où j'habitais Paris, il nous arrivait de nous appeler de temps en temps. On s'est perdu de vue, mais j'espère que nous allons réparer cela avec Jean-Michel Rotin. On dit, oh, j'adore, c'est Jean-Michel Rotin. Et Jean-Michel, il est là le 16 avril également avec nous, toujours avec ce petit air d'enfant attardé de jeunesse, à la fois dans sa tenue, mais également dans sa moue, je trouve, dans son expression. Jean-Michel Rotin vous fera zouker, vous fera, si vous avez un limbé, c'est le moment d'y aller. Peut-être que vous rencontrez On Not Moon, ainsi musique à Jean-Michel Rotin. C'est le 16 avril prochain. On poursuit. C'est où Jean-Michel Rotin? Alors Jean-Michel Rotin, pardon, j'oubliais de le dire. Je suis tellement... Qu'est-ce que tu dis? Il est à Marie-Galante. Il est en concert à Marie-Galante le 16 avril au Sugar Cane Blues. Yes, ma chère. C'est vrai que c'est une Marie-Galantaise là qui nous... On peut dîner à la carte sur place également, bien évidemment. Je vous rappelle que le concert a lieu à 21h, réservé parce que pays une place pour tout le monde. Oui. En ouaille. Je poursuis après Jean-Michel. Eh bien, je vous ai parlé de Au-delà, je vous ai parlé de Jean-Michel Rotin, je vous ai parlé, eh bien, maintenant d'un jeu concours photo. C'est organisé par la ville des Abîmes. Les inscriptions ont lieu jusqu'au 20 avril. De quoi s'agit-il? Un concours photo, vous savez comment ça se passe, vous avez une thématique et on retiendra au travers de ce concours les plus belles réalisations. Et de quoi, figurez-vous? Qu'est-ce qu'on veut que vous photographiez? Des pieds-bois. Bravo, Danick. Des pieds-bois majestueux, passionnés, vous êtes débutant, vous êtes curieux, inspiré. C'est l'occasion d'exprimer votre propre regard sur quoi? Eh bien, sur les arbres du territoire abymien. Et parfois, les arbres nous parlent. Oui. Les arbres ont des expressions. Et savez-vous, puisque peut-être ne l'avez-vous pas lu, il y a un très très beau livre qui est sorti et qui s'appelle Le langage, parler avec les arbres, échanger avec les arbres. Et donc, là, encore un petit peu de temps. Eh bien, je vous propose donc de voir ces nombreux, il y a des nombreux lots à gagner, mais en tout cas, renseignez-vous auprès de la ville des Abîmes. Allez, on continue très très vite. Cette fois-ci, ça sera la danse. La danse avec qui? Avec du hip-hop, avec quelqu'un que j'adore aussi, qui s'appelle Papillon. Jean-Paul Custos nous emmène dans son subconscient et électrochoc au travers d'une chorégraphie libre avec lui-même. Et c'est ce mercredi 20 avril à 10h à l'auditorium de Basse-Terre. Vous pouvez faire des réservations, appeler l'auditorium. Ce gars, dans le hip-hop, toutes les danses qui sont liées à ça, il est formidable, il faut aller le voir. Et enfin, je terminerai avec Gustave Parking. Vous savez que Gustave Parking a été l'un des premiers ici en Guadeloupe à proposer de payer à la sortie. Vous voyez le spectacle et vous payez dans le chapeau en sortant. Eh bien, c'est une formule qui fonctionne. Il est toujours là. Et il vous propose, le 23 avril à 20h, de venir le retrouver dans un spectacle qui s'appelle « De mieux en mieux pareil ». Donc voilà pour Gustave Parking. Et je terminerai avec un petit rappel, juste celui qui concerne... 15 secondes, c'est fini. J'ai 15 secondes, et bien je vais le faire, mon rappel quand même. Un petit rappel qui est celui simplement de cet été culturel, des résidences d'artistes. Il y a encore la possibilité de vous inscrire pour les artistes. Tout ce qui est développement culturel, création artistique, art plastique, spectacle vivant, allez sur résidence d'artistes Transat. C'est proposé par les ateliers Médicis. Et donc, allez-y pour proposer votre projet de résidence culturelle pour cet été. Voilà, merci Martine. Je rappelle très rapidement, puisqu'on n'est pas en avance, qu'on a reçu en début de ZCL Marie-Claude Céleste, c'est une journaliste guadeloupéenne qui a vécu longtemps à l'extérieur et qui vient de sortir une pièce de théâtre qui va être mise en scène dans quelque temps, Plus fort que Bonaparte, Jean-Jacques Dessalines d'Haïti, édition Nestor, avec elle on a fait un point sur son actualité. On a reçu Caroline Germé, médiatrice culturelle et coordonnatrice de l'atelier Vacances Expérience avec Michel Tyrolien. Ils font des ateliers pour les enfants depuis février. Ça va se continuer là ces jours-ci pour Pâques. Ensuite, bien sûr, Martine et José. José, avec elle, croyant 10 ans d'envivation en nous. Et on a parlé des contentieux de la période de Vendredi Saint. Et on peut parler de ça. En bas, voilà, bon, c'est que notre fois. Et Martine nous a donné un agenda culturel qu'on va essayer de retrouver vendredi. Sinon, l'actualité, c'est un micro-trottoir, contre le camping à Pâques. Sainte-Anne, c'est interdit. Gauzier, c'est prévu, alors on va pas comprendre. Ouverture d'une capsule enterrée depuis 5 ans au lycée
de par lui, les enfants ont découvert ce qu'ils avaient enterré il y a 5 ans. Et puis on a appris aux petits-enfants, et c'est important ça aux jeunes, à prendre leur petit déjeuner chaque jour. Ça, c'est très important parce que nous perdons l'habitude de Didico et il faut que nos enfants mangent autre chose que du McDo et du KFC. Voilà, il est 14h02. On a récupéré nos 3 minutes. Jordan, on te dit merci pour la réalisation et on se retrouve demain à même là à partir de 12h30. Il boot.